C'est la deuxième partie de l'émission Le Monde en 7, toujours avec mes invités Chris Ega et Anani Sossou. On va parler maintenant du Togo et évoquer l'Union des forces de changement. C'est l'un des plus vieux partis politiques de l'opposition au Togo. 30 ans après sa création, l'UFC est-elle le problème ou la solution de l'opposition? On sait que l'UFC, après 2010, a connu une zone de turbulence. Pour beaucoup, ce parti se trouve toujours dans cette zone de turbulence, mais les dirigeants du parti veulent croire à un sursaut, une résurrection, j'ai envie de dire, de ce parti aujourd'hui. Le parti multiplie les tournées sur le terrain. 30 ans après l'UFC, Anani Sossou, est-ce qu'il faut parler vis-à-vis, on sait ce que le parti a été dans les années 90, est-ce qu'on peut parler de désillusion avec ce parti? Oui, il y a des illusions effectivement parce que l'UFC est né en 92 à la suite d'un accord sur la charte des partis politiques en 91. Et c'est dans ce sens-là que l'UFC était né. L'UFC, c'est un regroupement d'abord de partis politiques, si j'ai bonne mémoire. Non, c'est un regroupement. C'est un regroupement de partis politiques avec Makati Lepe qui a créé son parti, c'était l'UTR, ou si j'ai bonne mémoire toujours. Donc, l'UFC a tellement promis aux Togolais de renverser Eyadema. L'UFC a toujours dit que Eyadema était le problème de ce pays et que Jekris Olympio était la solution. Et on a vu le nombre de morts qu'il y avait eu dans ce pays à cause du DTA, l'emblème du parti politique qui est un palmier sur fond jaune. Donc, les gens ont tellement cru que l'UFC était la solution au problème togolais qu'on est tombé dans un radicalisme entretenu et nourri par l'UFC. Et vous vous rappelez, Baba le vent Yovovia, Baba le vent Yovovia, vous vous rappelez ces trucs-là que on a créé un mythe autour on a créé un de mythe Christ. autour de la personne de Jésus-Christ Olympio, à tel enseigne que parler d'un autre parti politique en dehors de l'UFC, même à l'époque, était un péché, était considéré comme une traîtrise, une trahison vis-à-vis des autres partis. Quand on parlait du CAR ou bien des autres partis, les gens disent oh, est-ce qu'il y a encore un parti en dehors de l'UFC au Togo? Vous voyez? Et vous vous rappelez même l'émotion que cela a suscité lorsque Jésus-Christ était arrivé à la conférence nationale en juillet 91, lorsqu'il était venu. Et lorsqu'il a pris la parole, il a pris la parole pendant au moins 2 heures de temps, sous les ovations de toute la salle, qui à plusieurs reprises ont entrecoupé ses propos de l'hymne national du Togo, terre de nos aïeux, à plusieurs reprises, etc. Donc c'était l'espoir d'un changement profond, c'était l'espoir de pouvoir enfin Eyadema quitter le pouvoir pour faire place à la démocratie et à un messie. 30 ans plus tard, qu'est-ce qu'on a remarqué? Même pas 30 ans. Qu'est-ce qu'on a remarqué plus tard? On a remarqué qu'en mai 2010, contre toute attente, ce parti est parti signer un accord avec le RPT, qui n'était même pas encore uni, puisque Uni est né en 2012. Oui, en 2012, je crois. Ouais, Né en 2012. Donc, contre toute attente, on a remarqué que l'UFC est parti signer un accord des braves avec le RPT. Et c'était là où les gens se sont dit, mais pourquoi alors avoir fait tant de morts? Pourquoi avoir alors promis autant et que finalement, les gens sont morts, les gens sont en prison, il y avait des exilés, des blessés à vie, et que finalement, vous vous retrouvez avec le RPT en 2010. N'oubliez pas qu'en 2005, à la mort d'Eyadema le 5 février, Jésus et tout le parti était parti à Abuja avec Obasanjo pour négocier la succession au pouvoir, et Jésus était l'un des plus radicaux. D'ailleurs, c'est Harry Olympio, un de ses cousins, qui avait raison, puisque lui proposait à l'époque qu'il y ait un compromis pour que tous les partis puissent se regrouper et gérer une transition qui pourrait conduire aux élections. Mais malheureusement, il n'a pas été écouté. Et Jésus était revenu beaucoup plus farouchement opposé au fait que M. Faure Gnassingbé soit le président du Togo. Mais 5 ans plus tard, il a signé un accord, des braves, que moi je salue d'ailleurs pour un apaisement. Mais on a l'intention de dire tout ça pour ça. C'est ça que moi j'ai envie de dire. Donc pourquoi depuis, vous n'avez pas trouvé, au sorti de la conférence nationale, vous n'avez pas trouvé un compromis pour gérer de manière collégiale une transition? Mais ces propos à la conférence ont beaucoup plus divisé
d'abord l'opposition elle-même, puisque lorsque M. Kofigo devrait être élu, ça a été vraiment des discussions. La croix et la bannière. La croix et la bannière, où on ne voulait pas que ce soit Ninevi qui soit élu, parce qu'on avait des ambitions. Voudrait être président. Des ambitions politiciennes derrière. Et qu'on ne voulait pas que le CAR non plus. Or, ce sont ces partis-là qui ont favorisé le retour de J-Chris Olympio sur la scène politique au pays, qui ont favorisé. Mais vous avez vu ce qui s'est passé. Donc, déjà à cette époque-là, on savait que, en fait, on faisait de la politique politicienne. Mais comme le Togolais n'aime pas qu'on se dise la vérité, qu'on lui dise la vérité, le Togolais a dit non, c'est Baba. Baba le vent Ovovia, c'est Ovovia qui est la solution à tout. Et maintenant, ils sont désillusionnés. J'aurais aimé que mon ami Sénat Alipi soit sur ce plateau pour qu'on ait vraiment un débat fécond, pour qu'ils nous disent finalement ce qui les a conduits à accepter une paix qu'ils devraient déjà accepter en 91 au sortir de la conférence nationale souveraine, puisque Yadema était sorti faible, et qu'ils voudraient plutôt que les fils du Togo se retrouvent pour gérer une transition. Mais j'aurais voulu lui poser la question, pourquoi avoir attendu jusqu'à 2010 avec autant de morts pour faire ce qu'on devrait faire dès le départ. On va revenir dans le courant de ce débat sur cet accord, mais à la question même concernant l'UFC, dans l'opposition togolaise, je l'ai dit en entrée, c'est l'un des plus vieux partis politiques de l'opposition. Est-ce que vous résumeriez son parcours en disant simplement que ça a été jalonné par que des échecs? Oui, ben si on veut parler du bilan aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'il y a eu cet accord sain et idiot. Peut-être qu'on dirait sans cet accord-là, les deux partis, UFC et UNI, seraient toujours à couteau tiré. Et qui sait donc le nombre de morts qu'on aurait pu compter depuis lors. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que tout est zéro, tout est négatif dans le cheminement du parti. Je crois que la question qu'on doit se poser, c'est que si les actes antérieurs que l'UFC a posés fondent aujourd'hui un nouveau ou sinon un autre parti qui soit en phase avec les aspirations du peuple. Je crois que c'est à eux de faire ce bilan-là aujourd'hui. Est-ce que le cheminement qu'ils ont eu, c'est le cas. De toute façon, si vous leur posez la question, et s'ils doivent être honnêtes, ils vous diront que ils ont perdu beaucoup de couleurs aujourd'hui. Et je crois que dans la masse, l'analyse est claire. Et le constat est même clair de la part des Togolais observateurs. Ce n'est même pas les gens, les intellectuels, ni les analyses au sommet, même les gens de la rue, dans les petites causeries. Il est clair qu'aujourd'hui, l'UFC a perdu pratiquement toutes ses couleurs et n'est devenu peut-être que l'ombre. Et est obligé de d'accepter la place qu'on voudrait bien lui donner aujourd'hui. Parce que c'est vrai que l'UFC, c'est le parti qui est au Parlement aujourd'hui. Et son chef de file, J-Chris Olympio, est le chef de l'opposition, mais un chef de l'opposition qu'on n'entend pas, on n'entend pas non plus ceux qui travaillent avec lui. Ça voudrait dire que du poids que vous avez, du poids en termes de suffrage que vous avez, vous renforce votre opinion, l'emprise de votre opinion dans la masse. Aujourd'hui, on constate que, moi je ne sais pas en tout cas, quand moi je circule autant dans les discussions que sur les plateformes et physiquement à travers le pays, je ne constate pas que l'UFC a encore pignon sur rue aujourd'hui. Il est vrai. Ce constat, enfin, je dirais que les responsables actuels du parti l'ont fait, mais disent qu'il y a un travail de fond qui se fait pour faire renaître le parti de ses cendres. Oui, bien entendu. Eux, ils parlent d'un travail de fond. Je crois qu'Alipi, l'honorable Alipi était intervenu, je crois que sur ces mêmes plateaux la dernière fois pour en parler. C'est à lui de savoir qui sont ceux qui se sont laissés convaincre par ce qu'il dit. Lorsque vous dites qu'un travail est fait en ce moment pour redorer les blasons de ce parti-là, ce que la masse attend, c'est plutôt, les résultats que vont donner. Sinon, ce serait des intentions pieuses qui, malheureusement, n'aboutissent à rien de concret, à rien de sérieux. Parce que ça, on dirait que c'est je ne dirais pas que c'est de la démagogie, mais ce serait tout comme. Mais ce qu'on attend aujourd'hui de l'UFC, parce que tout à l'heure, mon cher Anania a dit tout ça, pour ça, on serait tenté de le dire. Mais il a aussi utilisé au moins deux mots qui m'ont saisi, c'est qu'il a parlé de Messie, il a parlé aussi de comment le dirais-je, il a parlé du Messie.
il a parlé aussi de l'émotion. Vous savez, ça, ce sont les maîtres mots qui ont fait déraper le combat pour la démocratie dans les pays africains. Lorsque vous prenez par exemple le Soudan aujourd'hui, où les militaires ont fait un coup d'État, ils sont restés au pouvoir, mais le peuple est resté, et continue de rester dans la rue pour faire parler ses droits. Et à la fin, et enfin, on se rend compte que ça ramollit aujourd'hui l'ardeur du président, du général, qui aujourd'hui s'est dit que le peuple, avec la force qu'il est en train de démontrer dans la rue, avec la ferveur qui est celle de la rue, c'est que ce peuple soudanais veut se prendre en charge et ne veut surtout pas que ce soit un messie qui vienne le sauver. Je crois que c'est là où je fais le lien entre l'émotion et le messie. Aujourd'hui, on a l'impression que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Mali, ou bien je ne sais plus, ailleurs où les gens aspirent, sont si mesquins, sont si... Et je ne sais pas quel mot dit qui, à défaut de faire le travail par le peuple, ou bien à défaut que le peuple fasse le travail, espère que ce n'est pas les coups d'État. C'est ça le problème. Si vous dites que c'est le coup d'État qui va faire l'affaire, ça veut dire que vous acceptez l'avènement d'un messie qui fait le travail à la place de ceux qui, en principe, devraient le faire. Aujourd'hui, ce qui se passe au Soudan, c'est différent de ce qui se passe au Mali. Les Maliens ont vite fait d'applaudir une jeune militaire, comme quoi, voilà le messie, le Zoro qui est arrivé. Moi, je voudrais revenir dans le cas du Togo en parlant du messie. C'est vrai qu'à l'époque, Gilles Christ était considéré comme le messie, mais on avait aussi une population debout, qui luttait, qui payait parfois même de sa vie. Oui, je crois que si je donnais l'exemple du Soudan, c'est pour qu'on puisse aller à cette comparaison-là. Vous savez, c'est la durée du combat qui fait parfois que le peuple est désabusé, et c'est ça qui a perdu même un certain nombre de partis. Parce qu'au départ, au Togo, les gens ne se disaient pas qu'on aurait pu avoir un combat pour la démocratie pendant 30 ans, ou bien pendant 20 ans, pendant 40 ans, je n'en sais rien. Parce que Jésus-Christ avait promis ça. Parce que la rue était tout furieuse. Jésus avait promis que ça va être un combat de genoux. Peut-être pour quelques mois, surtout lorsqu'il était revenu finalement dans cette salle Fazao qui était chauffée à bloc dans le temps. Les gens pensaient que ça va se jouer dans les jours qui suivaient cette conférence de presse-là. Je crois que c'est cela. Et quand je fais allusion à ce qui se passe au Soudan, c'est que c'est long, mais il faut être le peuple, le peuple est resté debout au Soudan, mais le peuple n'a pas cherché un messie comme Jésus-Christ Olympio, comme Goïta, comme... Anani Sossou, finalement, est-ce qu'on peut accuser l'UFC de n'avoir pas essayé? Il faut dire quand même que tous les partis politiques au Togo ont failli, surtout les partis politiques de l'opposition depuis... la sortie de la conférence nationale en août 1991, tous les partis politiques ont failli. Pas faute d'avoir essayé. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas essayé, mais il y avait trop de démagogie. Il y avait trop de démagogie dans les propos. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, par exemple, l'ANC subit la même chose que l'UFC, puisque l'ANC, c'est l'émanation, c'est la fille de l'Union des forces du changement. Ils ont instauré le même prototype qu'ils avaient fait à l'UFC. Et le résultat, on le voit aujourd'hui. Puisque le député Sénat Alipu disait qu'ils sont en train de travailler pour restaurer l'image du parti, pour que ce parti redevienne populaire, etc. Quel est le langage que tient aujourd'hui Jean-Pierre Fabre? C'est le même langage pratiquement. Il dit qu'il faut du temps parce que on a été sur le terrain, il y avait la DMK qui a fait ceci, qui a fait cela. Il faut maintenant du temps pour refonder le parti, etc., pour avoir une assise nationale. Donc, vous voyez, les partis politiques au Togo ont trop puisé de la démagogie. Et aujourd'hui, même les gens qui sont nés en 90 se sont rendus compte, des jeunes qui n'étaient même pas encore, qui ne connaissaient rien de la politique, de comment ça s'est passé à la Fadao, etc. Tous ces jeunes ont appris de l'histoire et ils se sont dit aujourd'hui que mais non, comment est-ce que vous pouvez lutter depuis 30 ans en promettant la même chose, mais vous n'arrivez jamais à bout? Le problème, c'est quoi? C'est qu'on pense aujourd'hui dans les partis politiques qu'il faut dégager Pierre pour instaurer Paul. On a toujours dit aux gens que le problème du Togo, c'est les Nyansingbe. Or, on oublie aujourd'hui de dire que même si un Jean-Pierre Fabre arrivait au pouvoir aujourd'hui, il sera face aux nombreux problèmes que nous subissons. C'était le langage qu'on devrait tenir. Il devrait beaucoup plus accentuer sur d'abord la formation citoyenne de leurs militants. Il devrait plutôt mettre l'accent sur la lutte contre la corruption.
il devrait plutôt mettre l'accent sur l'ancrage démocratique au lieu de chaque fois dire que le problème du Togo, c'est les Gnassingbé. Et c'était là le projet politique de tous les partis politiques au Togo. C'était ça qui était la démagogie. On a fait croire que lorsque les Adema ne sera plus là, ou bien lorsque M. Faure ne sera plus là, le Togo allait connaître la prospérité, etc. Et on a vendu ça. Finalement, les jeunes se sont rendus compte, la population s'est rendue compte que on nous a vendu que du vent. Mais c'était de l'illusion. Et lorsque, je me rappelle encore que lorsque les Chris et gars, ou bien nous écrivions dans les années 80, dans les années 90, fin 90, qu'on ne peut pas continuer à faire d'un projet politique le départ d'une personne, on a été vilipendé. C'est justement la question que j'allais poser. Est-ce que l'UFC n'était pas victime de son temps à l'époque? Est-ce qu'on pouvait promettre autre chose à l'époque? Mais bien sûr, on devrait. C'est ça qui a fait l'échec même de notre conférence nationale. C'est ça qui a fait l'échec même des partis politiques, puisqu'on a accentué le débat sur le départ des Adema. C'était ça le projet politique. Or, on devrait plutôt mettre l'accent sur comment nous, on compte gouverner, sur la formation citoyenne. Vous voyez aujourd'hui, par exemple, quel parti politique forme ses militants sur la citoyenneté? C'est lorsque les militants sont citoyens, lorsque dans la population, les gens sont citoyens. Regardez au Burkina. C'est à ce moment-là que les gens peuvent revendiquer leurs droits, tout en connaissant qu'ils ont des devoirs envers la nation. Mais au Togo, qui fait cette formation à la citoyenneté? Qu'on devrait d'abord être togolais avant d'être militant d'un parti politique. Qui le fait? Personne ne le fait. Nous sommes des militants, point barre. On n'a aucun devoir envers la nation. On ne réclame que le droit, le droit, le droit. Quand vous voyez aujourd'hui les gens qui finissent leur chantier, qui mettent des gravats dans les rues un peu partout, quand tu vas leur dire, ils vont te dire quoi? Ils vont t'insulter. Les gens qui mettent les ordures, ils vont t'insulter. Quand tu parles du Togo, on dit, oh, bon, Togo, oh. Voilà. On montre sa maison avec la main gauche. Ouais, l'opinion est radicale, radicalisée. Pourquoi? C'est parce que les partis politiques ont failli à cette notion de citoyenneté. Si le Togolais était citoyen, comme au Soudan, l'exemple qu'il donnait, si les Togolais étaient citoyens, comme au Burkina Faso, comme Sankara a donné la notion de citoyenneté au Burkinabé. Sinon, s'il n'était pas citoyen, Blaise Compaoré serait toujours au pouvoir. Oui. C'est parce que les Burkinabés se sont dit, donc, ma nation d'abord, avant ma personne, que les luttes démocratiques aboutissent. Les Ghanéens, par exemple, tu ne peux pas aller voir un Ghanéen, par exemple, boire son piouata et jeter ça dans la rue. Parce qu'il sait que c'est son argent qu'on va utiliser pour, pour mettre la ville propre. Donc, les partis politiques, toutes tendances confondues, ont failli dans ce pays. On a pensé plutôt aux partis politiques au lieu de penser au Togo d'abord. Donc, l'UFC aujourd'hui n'est que le fruit de ce qu'il a semé, de ce qu'elle a semé. L'UFC a tellement désillusionné les gens, à telle enseigne que je me suis même demandé, ils sont 9 aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Je me suis demandé, ils sont 7. Ils sont 7 ou bien 9, 7 députés UFC. Je me suis même demandé si tous les partis politiques participaient aux élections de décembre 2018, est-ce qu'il y aura même 7 représentants de l'UFC à l'Assemblée nationale? Je ne le pense pas. On peut même en dire plus. Si on revient quand même dans le parcours, puisqu'on fait l'analyse de ce parcours ces 30 dernières années, on peut estimer aussi que le parti a tout essayé. Il y a eu, l'histoire nous renseigne, qu'il y a même eu la lutte armée. On a essayé la contre-diplomatie. On nous disait à Satimaja, lorsqu'on a formé les champs à Satimaja au Ghana. Et puis finalement, cet accord UFC-RPT, présenté comme la paix des braves, qui allait sortir le pays des tensions. Est-ce qu'on peut, avec le recul aujourd'hui, faire un bilan positif de cet épisode-là? Mais lorsque vous voulez qu'on parle du bilan positif, le bilan positif, on ne peut l'apprécier que par rapport aux résultats. Et non par la du climat politique. Oui, ça, non, je crois que ça, parce que lorsque c'est un larron en remplace un autre, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y ait vraiment cette décrispation dont vous êtes en train de parler, parce qu'une fois que la place est laissée, il y a quelqu'un qui se précipite pour l'occuper. Vous savez, en politique, à la tête, ce n'est jamais que du vent, il y a toujours quelqu'un pour l'occuper. Mais tel qu'on
qu'on fait son lion se couche. Parce que, vous savez, il a si bien dit que l'opinion au Togo est très radicalisée et cela depuis toujours. Vous avez parlé de cette lutte armée, ça n'a pas prospéré. Mais on connaît aussi les conditions dans lesquelles cette lutte-là a été organisée. Lorsqu'il y a eu ce débarquement-là de gens qu'on appelait mercenaires dans le temps au Togo, on savait un peu les terroristes, je veux dire, 23 septembre, on sait dans quelles conditions ces gens étaient arrivés, sans doute dans la précipitation, parce qu'on ne voulait pas que si, on ne voulait pas que ça, et puis finalement, on dit que alors il faut qu'on y aille. Je crois que c'est ces conditions-là. Et évidemment, nous, on n'est pas pour les coups d'État. À l'époque, on était arrivé ici à l'université, on avait constaté la chose. Mais déjà, c'est que Jicus Olympio, quoi qu'on dise, était d'abord quelqu'un qui voulait absolument le pouvoir, mais on ne connaissait pas le contenu du programme qu'il proposait au peuple togolais. Ce qu'on savait, c'est qu'il paraît que tel a tué mon père, donc je dois faire ceci pour le punir ou bien pour prendre sa place, etc. Ça a été un peu le contenu de son programme. Et quand finalement il est revenu, et ce qu'il a trouvé ici et qui faisait déjà la lutte pour que lui revienne, c'est-à-dire la relation qu'il a eue avec ses frères-là, ses compagnons de combat n'a pas été une relation qui pousse ces gens-là à se mettre avec lui et à continuer la lutte à ses côtés. La preuve, c'est que finalement, dans son propre rang, pour une raison ou pour une autre, parce qu'il ne voulait pas se présenter aux élections, il y a Jean-Pierre Fabre et ceux qui sont derrière lui qui pensaient que, il a fait exprès, lui voulait se présenter. C'est de là que datait la scission de ce parti. Mais ce que le Togolais n'a pas appris de l'histoire, surtout les hommes politiques de l'opposition n'ont pas appris de l'histoire, c'est qu'ils ont continué à haranguer les Togolais de la même façon que cela a commencé dès le début, à dire que voilà le diable qui est en face et moi je ferai l'affaire. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui dans la rue, lorsque vous parlez, vous voulez diviser la poire en deux, mais il se trouve toujours quelqu'un pour vous remettre à votre place, croyant que vous jouez pour telle officine ou pour telle autre officine. Le Togolais aujourd'hui ne veut plus partager, parce que le Togolais aujourd'hui ne pense pas que si quelqu'un venait au pouvoir aujourd'hui, il peut partager avec ceux qui tenait déjà ce pouvoir-là. C'est-à-dire, il est inadmissible au niveau du citoyen, surtout de l'opposition, des gens de l'opposition, de croire que si, par exemple, Jésus venant au pouvoir, il devrait partager, jusqu'à Saint-Ésidio, je veux dire. On ne pensait pas que on pouvait partager le pouvoir au Togo. Le pouvoir est réservé pour l'opposition. On peut prendre seulement pour illustration ce qui s'était passé dans la salle de la conférence nationale. Franck Kofi, pendant un moment donné, subissant cette pression-là, s'était levé pour dire que ce que vous faites ici contre nous, vous n'irez pas loin. C'est-à-dire qu'il a dû les gens, les tenants du RPT, les parents du RPT, dans la salle, subissant tellement, c'est fou, parce que les Togolais pensaient que c'était la fin du RPT et que c'était le début d'un pouvoir qu'on devait donner exclusivement à une certaine opposition. Et je crois que malheureusement, cet esprit-là est encore là aujourd'hui. J-Chris Olympio est passé. ANC avec comment l'appelle-t-on, Jean-Pierre Fabre sont en train de passer, ils diront non. Mais c'est ce que nous constatons dans la foule aujourd'hui, c'est que ces deux partis-là sont en train de partir tout simplement. Mais le Togolais reste toujours avec l'opinion partagée. On ne veut pas partager avec ceux qui ont tenu le pouvoir jusqu'ici. On veut donner le pouvoir à des gens, peut-être exclusivement de l'opposition, qui sont contre. Donc je crois que alors finalement, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que on ne peut plus compter avec l'UFC dans l'opposition? Il faut une refondation de tous les partis politiques au Togo. C'est la solution. Parce qu'aujourd'hui, on voit que tout est désert. En dehors de venir, tout est désert. Et je voulais dire, par rapport au bilan de cet accord des Braves de mai 2010, quel est le résultat? Comme a dit tout à l'heure Chris, quel est le résultat? On n'en voit pas. Quelle était la marge de manœuvre même des ministres UFC dans le gouvernement? Des ministres qui ne peuvent même pas nommer des gens dans leur cabinet. Des ministres même qui n'ont pas la latitude de faire quoi que ce soit. Or, c'était dit dans l'accord que les ministres auront la latitude de former leur cabinet, qu'on devrait nommer des préfets au sein de l'UFC. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul préfet
UFC qui est dans la V, si ma mémoire est bonne. Il y en a aussi dans le Vaud. Dans le Vaud, ah d'accord, ça je l'apprends. Donc, quelle était la marge de manœuvre? J'ai eu à discuter de cette paix des braves avec feu André Johnson, qui est un grand frère et un ami avec qui j'ai passé beaucoup d'années en Europe et dont j'ai eu toujours de bonnes relations. Quand je discutais de cet accord avec lui, ce qu'il disait, c'est que l'accord n'a pas été respecté. C'est tout ce qu'il dit chaque fois. Qu'est-ce qu'on peut faire? L'accord n'a pas été respecté. Mais je dis, mais faut André, si l'accord n'est pas respecté, mais quittez le gouvernement. C'était ça. Puisque vous avez passé un accord pour qu'il y ait ceci, il y a cela. Mais vous n'êtes même pas capable de nommer un simple secrétaire. Ou bien de faire intégrer des membres de votre parti, même dans votre cabinet. Mais quittez. Il ne pouvait pas. Pourquoi? Parce que son patron, Jésus-Christ Olympio, avait signé, il dit non, vous restez là comme vous. Non. Le résultat aujourd'hui est inconnu. Parce que normalement, lorsqu'on avait eu des ministres UFC, ils devraient vraiment profiter de cette occasion-là pour faire de ce parti un grand parti, pour l'installer, pour avoir une aura sur le plan national. Mais les ministres comme le ministre des Affaires présidentielles n'était là que de nom. L'ancien ministre des Affaires étrangères qui est devenu ministre des Affaires présidentielles. Elliot Ohin. Mais ce sont des ministres qui n'étaient que l'ombre d'eux-mêmes. La seule personne qui a fait quelque chose, c'était peut-être André Johnson dont on entendait parler. Mais ils n'étaient que l'ombre d'eux-mêmes. Le résultat aujourd'hui, c'est que personne ne se rappelle même plus de leur passage au gouvernement. Donc, le résultat aujourd'hui, c'est que l'UFC n'est que l'ombre d'elle-même. Et ce parti a besoin de renouveau. L'autre problème aussi des partis politiques en Afrique, c'est que les partis ont des présidents fondateurs. Et ces présidents fondateurs restent à vie. Ils ne sont là, ils ne sont que là. Jésus-Christ Olympio, par exemple, pouvait passer la main. Aujourd'hui, il est déjà assez âgé. 85 ans. 85 ans, il pouvait passer la main à une jeune génération qui pense autrement pour reformer le parti. Il ne le fait pas. Feu Maître Agboibor, il était mort en étant président de son parti. Entre-temps, il avait passé la main et puis il y avait eu des problèmes. Après, ils est parti pour créer les FDR, etc. Mais il est revenu, il a repris son parti. Donc le problème aussi, c'est le mythe des présidents fondateurs qui ne veulent pas céder le parti aux jeunes générations pour que les jeunes générations fassent du parti un vrai parti politique. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce que de la personnalité qu'on reproche au parti au pouvoir, mais dans nos partis politiques aussi, il y a toujours ce que de la personnalité. Le parti qui s'est reformé le plus aujourd'hui, si j'allais dire, les gens ne vont pas être d'accord, mais c'est la réalité, c'est UNIR, qui a vraiment refait le parti en cédant une large part à une jeunesse. Quand on voit aujourd'hui les Malik Nachaba, quand on voit aujourd'hui les Assi Mazama Issor, quand on voit des militants convaincus comme Raymond Kayi, Lawson, etc., on sait que c'est des gens qui ont d'autres idées que, par exemple, les Solitoki et Sor, à l'époque, n'avaient pas. Donc, ils refont différemment le parti. Ils refont différemment le parti aujourd'hui en étant proches des populations. Ils sont toujours sur le terrain. Mais nos partis politiques traditionnels, n'oubliez pas que l'ANC aujourd'hui, c'est avec Jean-Pierre Fabre, qui était là depuis 90, avec Jésus-Christ Olympio. Donc, on n'entend que les mêmes noms dans les partis politiques de l'opposition. Donc, pour que la mousse puisse prendre, il va falloir rajeunir ces partis. Regardez aujourd'hui Jean Ekoulou, qui a toujours été le président de la jeunesse de l'UFC puis de l'ANC. Mais c'est un gars qui a plus de 50 ans, qui est nourri au biberon de l'UFC et de l'ANC. Mais il est toujours le président de la jeunesse du parti. Pourquoi? Il faut reformer autrement les choses pour apporter de l'oxygène à nos partis politiques. Nos partis politiques aujourd'hui n'ont plus d'oxygène. Voilà pourquoi le débat politique même est enlisé. On n'entend parler que de l'UFC. Et ça, c'est un tort pour la démocratie. Lorsqu'on entend que le même son de cloche, lorsqu'on ne voit que le parti au pouvoir, c'est un déficit démocratique. Ce n'est pas de la faute à UNIR, eux ils en profitent. Bien sûr. Mais c'est la faute aux partis politiques de l'opposition qui doivent donner de l'oxygène à leur parti afin que le débat soit vraiment nourri, pour qu'on ait en face une opposition de propositions
l'opposition, c'est un contre-pouvoir. On a une opposition de proposition de contre-pouvoir pour qu'on puisse aller vers des lendemains meilleurs pour notre pays. On va poser la question de la succession tout à l'heure, mais je voudrais revenir sur la question même de la date, parce que 1er février, beaucoup disent c'est le 1er février 92, et c'est au sein même de l'UFC que l'information est venue, mais il y a comme même sur la date dissension, parce qu'il y a ce communiqué signé du vice-président Elliot Ohin qui estime qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites, mais à la fin, il dit au regard de ce qui précède, l'UFC n'est pas créé le 1er février 92, c'est le 27 novembre 93 que cette tenue à Lomé, comme l'atteste le courrier envoyé au ministre de l'administration territoriale de l'époque. L'Assemblée générale, faisant suite à ce courrier de la déclaration du parti, le ministre va accuser réception et reconnaître officiellement l'UFC le 3 mars 1994. Et donc, il estime que le bureau directeur tient à mettre en garde quiconque continuera par alimenter la confusion. Je l'ai dit, l'information est venue du parti. Si sur la date de création, on ne s'entend pas. Est-ce que c'est ça qui est nécessaire? C'est ce que je voudrais dire. Mais ça, c'est de l'enfumage. Est-ce que soit créé en février, ou bien en mars, ou bien en novembre? Est-ce que c'est le Apparemment, il tient à ça. Oui, qu'est-ce qu'ils veulent en faire? Aujourd'hui, l'UFC devrait nous faire le bilan de ces 30 ans d'existence. Mais ils ne font pas le bilan. Ou bien ils veulent repousser le bilan plus loin. Le bilan de 30 ans, il aurait pu faire aussi le bilan de 10 ans, de 20 ans, de 25 ans, je ne sais pas, le quart de siècle, etc. Donc moi, je ne crois pas que cette question, cette discussion sur les dates, c'est peut-être l'arbre qui veut cacher la forêt. Ce qui est important, ce n'est pas la date à laquelle le parti est créé, mais c'est ce que le parti a pu faire, son cheminement, quels ont été les problèmes et quels ont été les succès engrangés. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le succès, c'est le travail qui a lieu de faire. Et surtout, qu'est-ce qui a fait que le parti aujourd'hui soit dans les creux de la vague? Je crois que c'est le problème qui se pose aujourd'hui, parce que bientôt, à partir de l'année prochaine, on va commencer d'autres élections vont encore arriver. Est-ce que le pays, l'UFC aujourd'hui est en position de bataille par rapport à ces enjeux électoraux-là? Je crois que le bilan ne manque pas de matière, et c'est ces matières-là qu'il faut chercher. Sinon, parler de la date, à quoi sert de nous vendre la date de naissance de l'UFC, dont on sait aujourd'hui qu'il a des problèmes pour exister. Alors donc, revenons maintenant sur la question de la succession. Je pense que Anani Soso a commencé par l'évoquer. Gilles-Christ Olympio reste le président de ce parti jusqu'au moment où nous parlons. Il a célébré ses 85 ans en décembre dernier. Au niveau de l'UFC, en tout cas, ceux qu'on entend le plus, Sénat, Alipu et autres, pensent qu'il est un réservoir de sagesse qui a beaucoup à apporter aujourd'hui. Est-ce que vous faites la même lecture? Écoutez, c'est ce que lui peut dire, parce que je crois que c'est une querelle de position ou bien de positionnement déjà. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous dites que Gilles-Christ Olympio a 85 ans, mais ce qui est encore plus dommageable, c'est que nous ne connaissons pas très bien ceux qui sont dans les starting blocks pour éventuellement le remplacer. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un nom qui est en avant, qui est mis en avant un peu plus que les autres pour nous dire que, ben voilà, il a un dauphin, parce qu'à ma connaissance, il n'est quand même pas président du Togo, il est président d'un parti. Mais lorsque vous voulez faire un bon président, il faut qu'on connaisse au moins ceux qui sont derrière vous, qui tiennent le parti en dehors de vous. Nous connaissons, nous savons que... Oui, d'accord. Mais Sénat, l'honorable Alipu a aussi son histoire. Il ne faut pas qu'on oublie de la façon dont il est revenu ici. Ce n'est pas pour ça qu'on est arrivé ici aujourd'hui. Mais seulement si ce n'est que lui dont on parle dans ce parti-là, qui est vieux de 30 ans en principe. Vous savez, nous avons des choses à dire sur les cadres dont on parle à l'EPI, parce qu'il y a eu des moments ici où on a cherché des cadres dans l'UFC pour des nominations ici ou là. On a connu les cadres finalement que l'UFC a pu sortir. On sait, l'histoire là, on connaît très bien cette histoire-là. Et je dis encore une fois, ce n'est pas pour ça que nous sommes là aujourd'hui, mais il faut que ceux qui viennent nous parler se rendent compte, se disent qu'il y a des gens qui connaissent aussi l'histoire, parce que comme lui, comme moi, on a été au début de cette histoire de démocratisation, on a connu, on a fréquenté les acteurs de ce processus de démocratisation. On ne veut venir vilipender personne ici, mais pour toute raison garder, il faut que les gens se disent qu'il y a des gens qui ont écrit cette histoire-là, qui connaissent le contenu de cette histoire-là. Donc, je dis qu'aujourd'hui, c'est pourquoi l'UFC devait se battre, c'est de se dire, aujourd'hui, si
Zikis Olympio n'est plus... Qui est-ce qui peut prendre la relève de ce parti-là? Aussi... Est-ce qu'il en a surtout les moyens? Parce que ce dont on ne parle pas souvent, c'est que les chefs de parti, généralement, dans les pays africains, sont si pauvres que c'est des gens qui ne peuvent pas, en principe, tenir un parti. Et ceux qui pouvaient aussi prendre ce parti, après eux, sont encore plus démunis. C'est ça le problème. Lorsque vous prenez par exemple le Bénin, ceux qui sont devenus présidents au Bénin, celui qui est devenu président au Bénin, ceux qui ont compétit au Bénin, qui sont parvenus au premier, savaient quel était leur tirelire, le contenu, ce que pèse leur tirelire. Mais aujourd'hui au Togo, on a l'impression que les gens se cachent derrière le président fondateur. Peut-être que c'est le président fondateur qui a un peu les moyens, on se cache derrière lui. Est-ce que les gens se dégagent aujourd'hui pour prendre ces partis-là en main financièrement? Je crois que cette question-là se pose au niveau de... C'est une grande question. Est-ce qu'il est facile de succéder à Gilles-Christ Olympio? C'est un bagage à lui tout seul. Gilles-Christ devrait faire sa mue. Hein? Bon, il devrait faire sa mue. C'est un réservoir d'idées, de sagesse, etc., etc. Mais il devrait se mettre en marche, laisser le parti aux enfants et être derrière pour les guider, pour leur donner d'utiles conseils, etc. Mais le fait qu'il soit le président fondateur à vie, c'est ça aussi qui est un déficit démocratique. Vous pensez que c'est lui qui refuse ou il n'y a personne qui émerge finalement? Bon. Pour que mes enfants, par ici, j'ai des enfants, pour que mes enfants émergent, il faut que le premier rôle me revienne. C'est à moi de pousser mes enfants à émerger. C'est à moi, par exemple, d'assumer leur éducation, hein, de leur parler, etc., etc. De leur dire, faites ceci, ne faites pas cela, agissez ainsi, n'agissez pas comme ça. Je devrais être la source de leur éclat. Vous voyez? Or, ce qui se passe, c'est que nos partis politiques, les présidents fondateurs des partis politiques ont l'impression que si on fait émerger, ils vont nous remplacer. C'est ça aussi un problème. Si on fait émerger, bon, il va prendre mon parti alors que c'est moi qui l'ai créé. En fait, c'est un héritage pour ces présidents fondateurs-là, ce qui n'est pas vraiment bien. Si aujourd'hui, l'UFC manque de cadres, ce n'est pas la faute. C'est parce que le président du parti refuse de faire émerger ces gens-là. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté l'UFC. On avait vu les déclarations que moi je quitte l'UFC, je fais ceci, etc. On a vu ça. Pourquoi? C'est parce que à l'intérieur même des partis politiques, il y a absence de débat. Il y a absence de démocratie. Donc, on devrait mettre tous les sujets sur la table. Or, c'est rare d'abord qu'il y ait un congrès des partis politiques. Il y a des partis politiques qui n'ont jamais tenu de congrès dans ce pays. On a 117 partis politiques actuellement, répertoriés par le ministère de l'Administration. Ouais, voilà. Mais combien de partis font des congrès? Il n'y en a pratiquement pas. Quand vous voyez aujourd'hui l'ossature de l'ANC, par exemple, ce sont les mêmes personnes qui sont toujours là. Mais il y a pourtant cette soif de cette jeunesse-là de s'exprimer au sein de ces partis. Mais leur donne-t-on l'occasion de s'exprimer? C'est ça le problème. Mais est-ce que la jeunesse aussi, moi j'entends souvent ce débat, mais je me dis, écoutez, on est en politique, c'est pas une chorale d'église. Mais exprimez-vous, prenez le pouvoir. Mais non, c'est parce qu'il faut d'abord à l'intérieur du parti instaurer un débat fécond. C'est ça qui n'existe pas. C'est parce que les jeunes même ont peur de dire que si je fais quelque chose, maintenant on va m'évincer du parti. On va m'écarter du parti. Donc les gens sont là. Donc, ce qui s'est passé même au niveau des communales, je ne sais pas si vous vous rappelez, où les gens ont voulu être sur les listes, mais finalement ce sont les présidents fondateurs qui ont imposé des gens à la tête des listes. Il n'y a pas de débat. Comment vous voulez que les jeunes prennent leur place? C'est pour ça que d'ailleurs beaucoup de gens quittent les partis pour aller créer d'autres partis. C'est ça qui fait la fusion, le foisonnement des partis politiques. C'est l'absence de débat. Moi, si je suis dans l'UFC et que je veux prendre ma place, mais qu'on ne me permet pas de prendre cette place-là à travers un débat fécond, hein, parce que ce qu'il dit, c'est si fondé que vous rappelez le contentieux de Romao, le président des Templiers, avec Ohin, avec tout le stade, tout ça, c'est le problème. Donc c'est l'absence de débat qui fait que les gens ne peuvent pas s'exprimer. Parce que quand vous êtes dans un parti et qu'il n'y a pas de courant de pensée dans le parti meurt. Aujourd'hui, dans les partis politiques, tout le monde doit regarder dans la même direction. Il n'y a pas de débat. Or, ce qui fait que les partis réussissent, c'est les différentes pensées les différents courants de pensée qui font qu'on peut extirper le meilleur pour une refondation du parti, ce qui n'existe pas dans notre pays.
Alors finalement, on va répondre à notre question de base, qui est le thème de cette partie de l'émission, 30 ans après. L'UFC est-elle le problème ou la solution pour l'opposition au Togo? L'UFC n'est le problème à personne aujourd'hui. Mais problème pour qui? Si l'UFC a des problèmes, c'est peut-être des problèmes de l'UFC. Parce que lorsque vous tombez de cette façon-là, ceux qui en profitent sont là parce que tout rapport est rapport de force. Même le rapport, je crois que l'UFC est cité comme l'opposition constitutionnelle aujourd'hui. Mais si l'UFC a des problèmes, est-ce que ça fait les problèmes de quelqu'un? Parce que je dis tout rapport de force. Si l'UFC a tant de problèmes aujourd'hui, de telle sorte que ce soit la DMK qui émerge, je crois que c'est un avantage, il a dit tout à l'heure, quand bien même dans un pays, il y a des partis partenaires, lorsque le partenaire a des problèmes, c'est peut-être l'occasion de l'évincer pour finalement gouverner seul. Je crois que tout rapport est rapport fort, y compris les rapports politiques. Et aujourd'hui, si l'UFC ne peut pas être le problème pour la démocratie au Togo, je ne sais pas dans quelle mesure, parce que ça n'empêche pas les autres de faire leur travail pour occuper l'espace peut-être laissé par l'UFC. Est-ce qu'elle est au moins la solution pour l'opposition? Bon, je ne sais pas. Ça, c'est à eux de répondre à cette question. Je crois que l'UFC est loin de faire cette solution-là, en ce sens que qu'est-ce que le UFC pèse aujourd'hui face à unir? Ça, c'est la vérité. Ce n'est pas avec les 7 députés. Peut-être que dans les communales, est-ce que communal, l'UFC a combien de maires? Non plus. Mais je crois que... Je pense qu'en termes de parti, il était arrivé 3e. Avec si je ne m'abuse, à unir ANC, UFC. Si je ne m'abuse, je dois revérifier mes calculs. Non, je crois même que le net a battu l'UFC. Non, je pense que le net était 4e, si je ne m'abuse. Il faut que je revérifie mes calculs. Donc, on peut conclure qu'il émerge, que le parti émerge. On verra bien ça au régional. C'est ce que nous disons. Il n'y a que son poids de suffrage qui nous dirait ce qu'il pèse sur l'échiquier politique. Donc, problème, solution, on ne peut pas décréter ça. Il faut que tous les partis se refondent. Sinon, on sera toujours dans le même imbroglio où UNI va faire sa loi jusqu'en 2030. D'accord. Anani Sossou, merci d'être passé répondre à nos questions. Merci, c'est moi qui vous remercie. Chris Ega, merci à vous également d'être passé. Je vous en prie. Merci à tous d'avoir suivi Le Monde en 7 de ce samedi. Je vous donne rendez-vous le samedi prochain.